Bonjour à tous et bienvenue dans notre série des 10 grands papes du Collège des Bernardins. Par le biais de l'histoire des papes, nous pouvons aborder l'histoire de l'Église en général. C'est un point de vue privilégié que nous donnent ces quelques papes que je vous présente. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Benoît XII, un pape emblématique des papes d'Avignon. Benoît XII a été pape entre 1334 et 1342. Alors, le contexte de l'époque, c'est l'émergence des nations. Fin XIIIe, début XIVe, il y a eu le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Boniface VIII était pape, Philippe le Bel roi de France, et on pourrait dater de ce moment-là le début justement de la sécularisation et en tout cas d'une plus grande liberté de l'État vis-à-vis de l'Église. Ça va être notamment le conflit des Templiers. Philippe le Bel va en quelque sorte casser le bras armé de l'Église, cet ordre des Templiers, des moines soldats qui étaient donc à la fois donc, des moines soldats et aussi des banquiers, puisque à travers les différentes forteresses qu'ils possédaient, ils pouvaient assurer la circulation de l'argent et donc ils s'étaient aussi beaucoup enrichis de cette façon-là. Et Philippe le Bel, en les accusant d'homosexualité, va les condamner beaucoup au bûcher et saisir leurs biens et ainsi aussi casser le bras armé de l'Église. Et donc c'est une sorte de fin du pouvoir temporel, un premier coup porté au pouvoir temporel de l'Église par la royauté française. Et donc c'est ce contexte d'émergence des nations dans lequel notre pape Benoît XII grandit. Après la condamnation des Templiers, la papauté va, après plusieurs moments, plusieurs années d'errance, se fixer à Avignon, en France, et ça va être un moment de tutelle, de grande influence de la France sur la papauté. Et petit à petit, eh bien, tous les cardinaux, les papes, vont être successivement français. Jacques Nouvel, Jacques Fournier, qui devient donc Benoît XII, naît lui en 1280. C'est un fils de boulanger du sud de la France, dans le comté de Foix, dans les Pyrénées. Et il va devenir cistercien, faire ses études à Paris, ici, au Collège des Bernardins. Et puis sa sagesse, son intelligence, sa piété aussi, vont permettre aussi son ascension dans l'Église. Et il devient d'abord abbé, et puis ensuite évêque de Pamiers, là aussi dans les Pyrénées. Ça va être l'occasion d'un moment qui nous est connu au XXe siècle, puisqu'il a été, à cause de sa fonction d'évêque, inquisiteur. Et il a été minutieux dans la rédaction des procès qu'il a menés, notamment du procès de Montaillou, et ça a donné au XXe siècle un livre d'histoire qui a été un succès de librairie, qui était Montaillou, village occitan d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Alors, l'Inquisition aujourd'hui nous paraît quelque chose à très mauvaise réputation. L'Inquisition, il faut voir dans son contexte, déjà à l'époque, l'Inquisition prend la place des ordalies. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on soupçonnait quelqu'un soit d'hérésie, soit d'être déviant ou ce genre de choses, il y avait une pratique qui venait du paganisme qui était finalement de mettre à l'épreuve cette personne pour voir si Dieu la soutenait. Et alors, il y avait plein de choses, plein d'inventions finalement pour vérifier cela. On pouvait faire tenir à quelqu'un un fer chauffé chauffer rouge, et puis voir combien de temps il le tiendrait, et puis ensuite voir si sa plaie devenait mauvaise ou non, et si elle devenait maligne, sa plaie, si elle cicatrisait mal, eh bien c'était un signe que Dieu l'avait abandonné. Il y avait aussi le plonger dans l'eau froide, il y avait plein de choses, plein de méthodes un peu étranges par lesquelles on voulait vérifier si Dieu soutenait ou non cette personne. L'Église très tôt avait condamné, avait combattu cette façon de faire. Et puis l'émergence des universités, notamment en ville, va permettre de finalement avoir une dimension plus scientifique dans les procédures.
Et ça va être l'émergence de l'Inquisition. Inquisition, ça veut dire enquête, c'est-à-dire que, eh bien, on ne procède plus à une sorte d'épreuve un peu magique, mais on va procéder à une enquête, on va auditionner les témoins, on va enquêter sur les preuves matérielles, etc. Et donc on met en place toute une procédure inquisitoriale dont finalement notre justice encore est héritière, cette procédure d'enquêter à charge, à décharge, etc. Tout cela est originaire de l'Inquisition. Et alors effectivement, ce qui aujourd'hui nous choque, c'est de procéder à une acquisition pour les croyances, pour la foi d'une personne, mais dans le contexte de l'époque aussi très communautaire, il était important que tout le peuple soit unifié autour d'une même foi. Et donc, eh bien, Jacques Fournier devient évêque de Pamiers, et il reste encore quelques cathares dans les Pyrénées, et donc il va enquêter donc, dans ce village de Montaillou et procéder à 114 interrogations. Et alors Emmanuel Leroy-Ladurie note que, il est réputé justement, Jacques Fournier, avoir été plutôt clément dans sa façon de procéder et dans les condamnations qu'il a portées. Et Emmanuel Leroy-Ladurie va le comparer finalement au commissaire Maigret par la finesse de son analyse, et notamment il était originaire de ce pays-là, il était originaire du comté de Foix, et donc il connaît la langue des paysans, il connaît aussi leurs habitudes, et donc il va être un enquêteur perspicace et qui va pouvoir donc faire droit aussi aux coutumes et aux cultures du lieu dans son enquête. Alors, ça fait émerger Jacques Fournier dans notre XXe siècle, mais il est aussi connu pour d'autres choses, donc notamment quand il est devenu pape. Donc, je vous le disais, la papauté avait beaucoup vadrouillé pendant ces années-là. Rome était devenue un coupe-gorge, donc il ne s'agissait plus de vivre à Rome. Ils étaient partis dans des villes italiennes, et puis donc ils avaient aussi parcouru la France jusqu'à donc se fixer à Avignon. Benoît XII va être un élément important dans cette fixation à Avignon, puisque prenant acte de l'impossibilité finalement de retourner à Rome, eh bien, il va commencer à construire le palais des papes à Avignon. C'est un cistercien, il va le construire de manière plutôt austère, même s'il va faire venir des peintres importants qui vont même finalement marquer le début de la Renaissance. Ça reste un palais sobre, surtout construit pour être défensif dans une époque compliquée et puis surtout à un lieu un peu frontière avec l'empereur germanique qui n'était pas très loin non plus. Dans sa pratique aussi, cette simplicité, cette origine populaire de Benoît XII, cette spiritualité cistercienne va aussi le faire remarquer dans sa pratique du pouvoir, puisque contrairement à beaucoup de papes avant, après lui, il ne va pas recourir au népotisme. Le népotisme, c'était cette habitude, alors déjà pour avoir des hommes de confiance autour de soi, eh bien finalement de les chercher, de les trouver dans ses familiers, dans les membres de sa famille. Et puis aussi derrière cela, eh bien, profiter en quelque sorte de cette place éminente pour eh bien, enrichir sa propre famille. Au contraire, lui, eh bien, il a été très strict dans cette façon de procéder. Il n'a absolument pas enrichi sa famille, et ça a été très remarquable pour l'époque et très remarquable notamment aussi par rapport à son successeur. Alors il est un des premiers aussi à porter l'habit blanc pour le pape. Alors c'est plus tard que l'habit blanc sera définitif, parce que c'est un ancien dominicain qui deviendra pape et qui le gardera, mais lui étant cistercien a aussi cet habit blanc, habit des réformateurs, hein, l'habit de celui qui est pauvre, parce qu'on ne va pas teindre son vêtement, donc le blanc est signe aussi de sobriété, et il va garder son habit blanc de cistercien, pardon. Et donc il va exercer son pontificat aussi en gardant l'orthodoxie de la foi, en luttant contre certaines nouveautés de l'époque. Il va s'opposer notamment aux thèses millénaristes de Joachim de Flore, qui voit dans l'histoire une succession des temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et avec cette idée que finalement le royaume de Dieu est accessible et peut être réalisé finalement dans les structures temporelles que nous vivons. Il va aussi lutter contre la philosophie nominaliste, notamment de Guillaume d'Occam, qui a tendance à séparer de manière un peu trop hermétique les réalités de l'État et de l'Église. Surtout,
Benoît XII va essayer dans ces relations entre ces États-nations qui donc commencent à naître, il va essayer d'être l'intermédiaire, de pouvoir garder la paix au moment où la guerre de 100 ans va émerger. Il va proposer ses services pour essayer de réconcilier les rois de France et d'Angleterre, mais on le sait en vain, et donc c'est la guerre de 100 ans qui va s'ouvrir à cette époque-là. Alors, donc Benoît XII, quand il a été élu, a dit « Vous avez élu un âne », a-t-il dit à ses cardinaux, mais il a exercé avec zèle et piété et probité son pontificat, mais on sait que bien en se fixant à Avignon, cela a contribué à dissocier de plus en plus la fonction d'évêque de Rome et celle de pape, et à finalement semer pour la suite des semences de division dans l'Église et de problèmes de légitimité de la papauté qui conduira ensuite au grand schisme d'Occident avec 2 papes, puis 3 papes concurrents entre Rome notamment et Avignon. Voilà pour Benoît XII, je vous souhaite une bonne semaine et à une prochaine fois pour une autre vidéo d'un grand pape.